Alors on parle de PME et de ETI aujourd'hui dans les décodeurs. Dans ce premier sujet des décodeurs, on aura Amine Diouri, directeur produit, études et communications dans quelques minutes chez Inforisc. On parlera de ce top 200 là. Ouais, ça m'intéresse de savoir si elles vont bien, ces ETI au Maroc. Est-ce qu'elles vont bien d'ailleurs, oui? Est-ce qu'elles vont bien? Est-ce que elles sont bien? On a dit à quel point les TPME et les PME pouvaient avoir des problèmes de croissance, pouvaient avoir tout un tas de problèmes. Je vais pas revenir sur le PLF 2026, on en a déjà parlé. C'est compliqué pour les PME. Est-ce que ces ETI vont bien? Alors, est-ce qu'elles vont bien même si on le saura tout à l'heure. Ouais, pas toutes, mais disons que tu as bien fait effectivement de faire appel à Diouri parce qu'il travaille aussi sur le fameux dossier des défaillances d'entreprise. Ah oui, bien sûr. J'espère bien qu'il en touchera un mot parce que là effectivement on retrouve au cœur du système. Oui, voilà. Et on est au cœur justement de ces problématiques, de ces déficiences qui justement justifient justement ces défaillances parce que elles sont très fragiles, elles sont très vulnérables et ça c'est la première caractéristique en plus de ce qu'on disait tout à l'heure sur sous-capitalisation, sous-digitalisation, etc. Il y a effectivement cette question de vulnérabilité. Dès qu'il y a un problème, un retard de délai de paiement, l'entreprise vacille. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas une assise solide pour cette entreprise et que la trésorerie n'est pas au beau fixe. Et à chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, l'entreprise bascule. Alors là, messieurs, c'est là où vous vous transformez en journaliste, puisque on va accueillir Amine Diouri, directeur produit, études et communications chez Inforisc. Bonjour Amine. Bonjour Franck. Comment ça va? Bien, merci beaucoup. J'ai suivi la petite grippe d'Amine Diouri ce week-end. Il a pris froid vendredi lors de l'événement des top 200 organisé avec l'Économiste et Inforisc. Alors Amine, oui. La question qu'on se pose ici, c'est comment elles vont ces ETI marocaines? Alors, de manière générale, alors, il y a de plus en plus d'ETI marocaines. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a à peine 15 ans, il y en avait à peu près 400. Aujourd'hui, alors, on considère qu'il y en aurait 800, mais ça dépend évidemment de la définition qu'on prend de ETI. Entreprise de taille intermédiaire, comme elle n'existe pas dans la classification officielle marocaine, on parle de TPE, de PME, de GE, mais pas d'ETI. Et donc, contrairement à ce qui se passe en France, en Allemagne et dans d'autres pays, pour cette étude, on a donc considéré qu'une ETI, c'était une entreprise qui faisait entre 175 et 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et sinon, globalement, on peut dire qu'effectivement, elles vont bien. Le classement des 200 le confirme, effectivement. On a 200 entreprises, globalement des ETI, qui connaissent des croissances extraordinaires, puisqu'on parle quand même de 50% de croissance par an, et qui en même temps réussissent l'exploit d'atteindre le point mort au bout de 5 ans. Malgré cette croissance. Si on prend par exemple le premier trophée qui a été décerné à l'entreprise Bitumed, c'est ça? Oui, exactement. Pourquoi Bitumed figure en tête de votre classement? Tout simplement parce que c'est l'entreprise qui a connu la plus forte croissance ces 5 dernières années. Et de très très loin, c'est-à-dire qu'on parle de 50% de croissance, mais dans le cas de Bitumed, c'est encore plus. Après, on est d'accord que Bitumed, c'est le secteur du BTP, c'est un secteur qui est très porteur actuellement, ne serait-ce que compte tenu des infrastructures, la préparation de la Coupe du Monde 2030. Bien sûr. Donc effectivement, le BTP, c'est un secteur très porteur. C'est un peu the place to be, voilà, c'est ça, oui. Exactement, oui. Quelles sont les faiblesses de ces ETI, en règle générale? Je ne parlerai pas de faiblesse. La faiblesse structurelle, mais elles ne sont pas propres à certaines ETI, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses. C'est ça le véritable problème, c'est ce qu'on le voit. J'ai fait un benchmark concrètement sur un certain nombre de pays à l'international, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces ETI, elles existent déjà réellement en tant que catégorie d'entreprise. 2,
on voit qu'elles font entre 0,5 et 2% du volume total des entreprises, donc finalement elles sont assez faibles, mais elles sont très importantes par rapport au nombre d'emplois créés. C'est quand même 30% des emplois créés, 30% des investissements, 30% de la valeur ajoutée créée. Donc 2% des entreprises créent 30% des emplois, des investissements et de la valeur ajoutée. Donc c'est énorme. Et son poids en matière d'exportation est aussi extrêmement important. Et c'est là qu'à mon avis, c'est intéressant pour l'avenir, pour nous, en tout cas pour le Maroc, de considérer ces ETI. Aujourd'hui, les exportations sont portées par des grandes entreprises, par certains secteurs spécifiques, notamment l'automobile, l'aéronautique, etc., etc. Mais demain, il va falloir des relais de croissance. Aujourd'hui, on a quelques PME, effectivement, qui s'aventurent à l'international, mais finalement, elles sont assez peu nombreuses. Ces ETI, justement, c'est le relais, justement, qu'on attend de ces multinationales aujourd'hui et de ces secteurs porteurs. C'est ces relais qui, demain, vont commencer à s'exporter et faire passer un cap aux parts de marché des entreprises marocaines à l'international. Ouais, Amine Diouri, c'est ça, à mon avis, les véritables enjeux. Alors, Amine Diouri, là, je suis avec les décodeurs du jour. Vous allez parler avec Mehdi Hadj, qui est expert en stratégie, organisation et performance, fondateur d'Inolia. Mehdi. Oui, bonjour Amine. Alors, juste par rapport à votre étude, moi, il y a la part innovation qui m'interpelle, parce qu'on parle de consolidation d'une part de marché de TI et leur croissance. Comment avez-vous considéré ce point-là, qui me semble un fort point de fragilité, comme demandait Franck, et par rapport à la gouvernance. Aujourd'hui, ces entreprises se positionnent en champions nationaux et avec des perspectives d'exportation et de rayonnement régional. L'innovation me semble un point à piloter, et également sur la partie gouvernance, comment sont-elles structurées pour pouvoir se développer et entraîner les PME qui est sous-traitante dans la foulée. Amine. D'accord. Alors déjà bonjour Mehdi. Effectivement, ce sont deux questions qui sont intéressantes et qui sont importantes. Concernant la question de la gouvernance, on parle quand même d'entreprises qui sont structurées, c'est-à-dire des entreprises, quand on parle d'ETI, on parle d'entreprises entre 175 et 500 millions. Ce ne sont pas des TPE, elles sont structurées, elles ont une gouvernance, elles ont des systèmes d'information. Sans ça, impossible de naviguer correctement dans un environnement concurrentiel qui est compliqué. La gouvernance et ce qui va avec en interne, c'est-à-dire des systèmes d'information qui fonctionnent correctement, je pense que c'est le b.a.-ba, c'est le préalable à toute entreprise qui veut réussir. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, on ne doit pas avoir trop de difficultés. Concernant la question de l'innovation, alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai abordé plutôt la question de l'investissement. Parce qu'effectivement, quand on aborde 200 entreprises dans un classement et qu'on a des éléments globaux financiers, on va évaluer comment évoluent justement ces investissements. On regarde le montant des actifs, notamment les actifs corporels, et on regarde un certain nombre de classes d'actifs, et on voit justement comment ces classes d'actifs évoluent dans le temps. Après, évaluer précisément l'innovation, ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, l'innovation, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit forcément de l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. L'innovation, ça peut être tout simplement une innovation produit. C'est me mettre sur un créneau de marché sur lequel mes concurrents ne sont pas aujourd'hui. C'est penser à des choses auxquelles les autres n'ont pas encore pensé. Ça peut être aussi basique que ça. Je pensais, par exemple, j'ai vu très récemment un article sur une entreprise qui a sorti simplement une huile, par exemple une huile d'olive, qui est mise en bouteille de ketchup. Et ça cartonne. Et cette boîte vaut 50 millions de dollars aujourd'hui. Fallait y penser. Est-ce qu'ils ont voilà. Est-ce que c'est une innovation majeure? Est-ce que c'est technologique? Non. Oui, c'est une innovation. C'est une innovation. Elle n'est pas technologique, mais il fallait justement trouver ce créneau. Il n'y avait personne qui avait pensé à ce moment-là, et c'était une très bonne idée. Amine Diouri, vous êtes avec Hicham El Bayed maintenant, professeur d'économie. Bonjour Amine. Merci pour toutes les explications et surtout pour l'initiative de ce trophée, parce que
Assez souvent, c'est les grandes entreprises qui attirent les projecteurs. Alors, braquer sur les PME, sur les TPME, sur les ETI, effectivement, c'est une innovation en soi, il me semble, puisqu'on parle d'innovation. Alors, moi, j'aimerais vous ramener sur un autre terrain. Alors, j'ai entendu votre regard sur le benchmarking. Restons-y par rapport à ce qui se passe en Allemagne, le fameux Mittelstand, les tailles d'entreprises intermédiaires, petites, surtout à prédominance familiale, et qui sont très agressives en matière d'exportation. Je peux en témoigner, j'ai des partenaires allemands, et assez souvent c'est des familles, c'est un narratif ancestral depuis X temps qui est effectivement maintenu en activité, et ça aussi c'est une caractéristique fondamentale. Et la Corée du Sud pourrait être aussi un autre benchmark. On voit effectivement des clusters qui sont tirés par les grandes entreprises, certains Samsung, certains Hyundai. Donc l'idée, c'est peut-être penser au Maroc à un modèle qui puisse j'allais dire converger vers effectivement une logique où vous avez les grandes boîtes effectivement qui jouent le jeu par rapport aux PME, aux TPE ou aux ETI, et qui puissent effectivement être des locomotives pour tirer ces champions nationaux dans des secteurs bien définis ou peut-être prioritaires. Dernier élément, et là je vous pose la question, et peut-être il me semble que ça a sorti de votre rapport, c'est la question de la régionalisation. On a l'impression qu'on reste concentré sur les 3 grandes régions du Maroc, la région Casastat, la région Rabassal et Kenitra, la région Tanger, Tétouan, Hoceima. Là encore, le discours de Sa Majesté que nous connaissons tous, il faut arrêter avec ce Maroc qui fonctionne à 2 vitesses. Et en matière effectivement d'émergence d'ETI, il me semble qu'il va falloir aussi être plus agressif. Peut-être la nouvelle charte d'investissement pour donner du sens effectivement à ces TPE pourrait donner un coup de pouce justement pour pouvoir tirer d'autres régions, parce que c'est ça aussi le plus important dans l'histoire. Et c'est là effectivement où j'aimerais avoir votre avis et justement le partager avec les auditeurs. C'est comment peut-on effectivement avoir une duplication de ces champions ETI dans ces 3 régions, que ça puisse émerger de la région de Dakhla, de la région de Fès, de la région de l'Oriental. Voilà ma question. Déjà, Hicham, merci pour votre analyse et pour votre question. Effectivement, très pertinent. Sur la question juste des modèles étrangers, je suis complètement d'accord. La Corée du Sud, l'Allemagne, on aurait pu citer également l'Italie. L'Italie qui finalement a très peu de grandes entreprises et beaucoup de PME justement organisées en cluster et qui exportent beaucoup. Ça peut être un modèle, effectivement. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question. C'est pour ça que finalement on a créé ce classement. C'est qu'on puisse justement, avec vous, avec beaucoup d'autres personnes, se poser la question de comment on fait pour faire émerger un modèle marocain d'ETI qui soit plus performant, en tout cas qui permette d'accroître nos parts de marché à l'international en matière d'export. Concernant la question de la régionalisation, là encore vous avez complètement raison, mais malheureusement c'est lié aussi à la répartition par région aujourd'hui. Si on retrouve les villes de Casablanca, en tout cas les régions de Casa, Tanger, Rabat, c'est aussi parce qu'elles représentent les 3/4 des entreprises créées aujourd'hui au Maroc. Donc évidemment, le classement ne fait que refléter la réalité de la répartition régionale. Maintenant, comment on fait pour passer ? C'est une vaste question. Je pense qu'on ne peut y arriver que par 2 façons. Je dirais déjà des incitations fiscales fortes pour certaines régions, notamment les régions du Sud, et puis réfléchir aussi à des secteurs prioritaires dans ces régions-là. Concrètement, je veux un secteur énergétique performant dans le sud du Maroc, et je veux que toutes les entreprises qui se créent ou qui sont déjà créées se localisent là-bas. Je mets en place un certain nombre d'incitations et je fais en sorte qu'elles puissent venir et se développer dans ces régions. J'ai parlé de l'énergie, mais ça, c'est une bonne idée, ça. De nouveau. Voilà. Ça, ouais. C'est une bonne idée, Amine Diouri, ça. L'idée, c'est vrai. On peut conclure là. Il nous reste très peu de temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dire que parce que je voulais rappeler quand même, Bitumed pour le premier, le deuxième prix, c'est la société Senexia, et puis enfin Agrofood pour le 3e trophée. C'est bien ça, Amine.
Exactement, oui, tout à fait. Merci à vous, Amine Diouri, directeur produit, études et communication chez Inforisque. Et à très bientôt dans les décodeurs, parce que vous reviendrez en tant que décodeur cette fois-ci, d'accord ? Promis. Et puis vitamine C et puis paracétamol. C'est un vrai miracle que ma voix est tenue. C'est génial, voilà, c'est super. Voilà. Merci beaucoup, Amine Diouri. Voilà, donc on en sait un petit peu plus sur